Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, des dizaines de milliers d'impacts de foudre et des pluies massives. Les orages ont fait de gros dégâts. Un document ce soir, on verra comment une femme a été sauvée in extremis en Alsace. Après les crues, 728 communes sont déclarées en état de catastrophe naturelle. Paris, Saint-Étienne ou les Bouches-du-Rhône, à l'avant-veille de l'Euro, des monceaux d'ordures jonchent les rues. La grève des éboueurs et le blocage des camions prend de l'ampleur. À la SNCF, le mouvement est reconduit. La contestation de la loi travail qui prend des formes plus radicales. Une manifestation devant le domicile de Myriam El Khomri suscite l'indignation. François Hollande évoque un acte inadmissible. Le triomphe d'Hillary Clinton aux États-Unis, elle obtient la majorité des délégués et deviendra la première femme investie pour une présidentielle. Dans ce journal également, les dés sont jetés pour une autre grande région, Aquitaine, Poitou, Limousin s'appellera Nouvelle-Aquitaine. On appellera ses habitants les Néo-Aquitains. Et puis le dossier de cette édition sur la face cachée de la décoration d'intérieur. Plateaux laqués, paniers, bols en céramique, d'où viennent-ils? Comment sont-ils fabriqués? Et pourquoi la Chine est-elle en train de perdre la main? Rendez-vous tout à l'heure. Bienvenue à tous et d'abord donc ces images du Bas-Rhin où l'on a frôlé la catastrophe, illustration de la violence des orages. En quelques minutes, un village a été submergé, une habitante a été sauvée d'extrême justesse. Stéphanie Pérez, Stéphanie Lafuente, Jean-Pierre Pasteur. De longues minutes d'angoisse. Cette femme, inconsciente, tirée par les sauveteurs, vient d'échapper de peu à la noyade. Et c'est un miracle. Il est environ 21h hier soir. Cette habitante est surprise par la violence du torrent de boue qui a surgi en plein centre-ville. Celui qui la soutient, c'est un pompier accroché à une corde. Il est venu à son secours. La force du courant est inouïe, comme le raconte ce témoin. Ils étaient embarqués contre le mur. Et le sapeur-pompier, il essayait de se relever, mais à chaque fois, il se faisait repousser par le courant, tellement le courant était fort. Il n'arrivait pas à se lever, quoi. La scène se déroule sous le regard stupéfait du mari de la femme en détresse. Pour la sauver, les hommes du quartier doivent se mobiliser. Seuls, les pompiers n'y arrivent pas. On est allé, on a commencé à tirer, jusqu'à qu'on a appelé tous les autres qui étaient autour et on s'est mis à tirer. On était au moins une vingtaine à tirer pour sortir sa femme de l'eau. À un moment, on la voyait plus, elle. Moi, je la voyais plus. Le pompier, par moment, il ressortait, mais elle, on la voyait pas du tout. Une dizaine de minutes de lutte acharnée contre le courant. Et enfin, le soulagement. La victime et son sauveteur sont extraits des flots, vivants. Ce soir, la femme est toujours à l'hôpital, choquée, mais indemne. Et ce soir, 18 départements du Nord-Est sont toujours en alerte orange. Ces orages exceptionnels pour un mois de juin sont très localisés. On craint encore de fortes pluies. Anne-Claire Poignard. Une autoroute envahie par des eaux boueuses. Dans la région de Mulhouse ce soir, circulation particulièrement difficile. Les orages de ces dernières heures ont éventré les talus. Juste à côté, dans cette petite commune, les pluies diluviennes ont submergé les voitures. Dans ce quartier ce soir privé d'électricité, l'eau est montée très vite. Vous avez combien là dans la cave? J'ai 80. 80 et la voiture est prise au-dessus des porteurs. Donc, et les deux chambres sont pleines avec tous les souvenirs qu'il y a dedans. Les orages ont frappé dès hier soir. En plein centre-ville de Vasselonne, une rivière de boue. L'eau s'engouffre partout, dans les maisons, les voitures. Cette chaise emportée donne une idée de la force du courant. 24 heures après l'orage dans cette commune alsacienne, l'heure est au nettoyage. La boue est montée très haut. Regardez à l'intérieur, c'est chez ma maman, hein. C'est le rez-de-chaussée. Il y a encore une pièce de l'autre côté. Il y a la cuisine en face. Dans le Pas-de-Calais, comme ici, près d'Arras, les orages ont causé d'importantes inondations. Ici, toute la ville est bloquée par les eaux boueuses. Ce soir, 18 départements du nord et de l'est sont en vigilance orange.
Quelques explications avec vous, Nicolas Châteauneuf. Bonsoir. Ces orages atypiques pour la saison, on le disait, sont directement liés aux événements climatiques de ces derniers jours. Oui, il y a un lien. Alors regardez cette carte des impacts de foudre depuis lundi. D'abord, les orages sont apparus un peu partout de manière sporadique. Et puis, il y a eu cette vague massive concentrée sur le centre, le nord et l'est de la France. Regardez maintenant cette autre carte diffusée par la NASA. Elle montre les pluies phénoménales qui ont touché ces 2 dernières semaines, le centre, le nord et l'est de la France. Évidemment, une chose saute aux yeux, ce sont justement dans ces mêmes régions qu'il y a eu les orages les plus violents. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je vais vous l'expliquer. Avec ces pluies diluviennes, David, les sols sont saturés d'eau. Regardez, résultat, il y a en fait beaucoup d'humidité dans l'air, près du sol. Et comme il n'y a pas de vent, parce que la situation météo est bloquée en ce moment, eh bien, vous allez voir, cet air, voilà, il est chargé d'humidité, il remonte et il rencontre de l'air froid en altitude. Ça bourgeonne avec de gros nuages chargés d'eau et d'énergie jusqu'au moment où l'orage, évidemment, éclate, très violent. En plus, ça ne bouge pratiquement pas, ce qui explique ces inondations éclairs avec beaucoup d'eau qui tombe évidemment au même endroit. Merci Nicolas. Cette vague orageuse frappe la France alors qu'on est en pleine évaluation des dégâts des crues. Parmi les infrastructures les plus touchées, regardez, il va falloir remettre en état des kilomètres de routes emportées par les eaux. Margot Manière, Barbara Six, Patrick Wurster. Le bitume a craqué, rendant les conduits d'évacuation visibles. Partout à Vasselonne, les rues sont éventrées. L'eau s'est infiltrée dans le goudron et l'a soulevé. En Alsace, de nombreuses routes sont en partie détruites, les habitants bloqués. On ne peut pas bouger, là on est encerclé, vous avez vu, c'est le cataclysme. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer s'il y a des grosses pluies ? À Nemours, des bouts de trottoirs ont été déplacés par la force des eaux. Ils ont même atterri en plein cœur des habitations. Toute la chaussée est rentrée. Donc dans la maison, on avait 10 mètres cubes de gravats, de pierres, de morceaux de goudron. Là, c'est une rustine, mais une rustine qui fait du bien. Dans la région, les routes ont parfois été submergées pendant plus d'une semaine. Aujourd'hui, les travaux commencent pour combler des trous qui ont atteint 60 cm de profondeur. En fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que la route s'était transformée en un véritable torrent au plus fort de la crue et tous les matériaux de trottoir ont été emmenés. Ici aussi, dans le Pas-de-Calais, les trottoirs ont été emmenés par les eaux après les orages. La voirie s'est littéralement soulevée parce que la rivière passe en dessous. Ici, vous avez des pompes de relevage qui ne peuvent plus fonctionner parce qu'elles sont pleines de boue. Donc il faut aussi les nettoyer. Dans certaines villes, la facture est très lourde. Comme ici à Longjumeau, en région parisienne, les coûts de réparation de la voirie sont évalués à 2 300 000 €, 80% du coût total des inondations. Et je vous le disais, 728 communes sont déclarées en état de catastrophe naturelle. Près de 80 000 personnes ont signalé des dégâts. Et on évoque le chiffre, par exemple, de 10 000 voitures bonnes pour la casse. Reportage à Paris et à Nemours, Hakim Abdelkalek, Régis Maté. Sur les quais de la Seine au cœur de Paris, elles sont désormais visibles. Des voitures qui dimanche encore étaient entièrement immergées. La Seine s'est retirée et laisse derrière elle ce spectacle de voitures et de scooters hors d'usage. Au total, en France, 10 000 véhicules touchés. Parmi eux, cette voiture de collection, à l'habitacle désormais plein de boue. Son propriétaire n'a pas eu le temps de l'évacuer. Elle est sauvable, selon vous ? Ouais, franchement, c'est du nettoyage. Après, il n'y a pas d'électronique dans ces voitures, donc on va tout sécher et puis tout remettre en route. C'est le plus embêtant, c'est ça, c'est les moquettes, c'est l'odeur qui est pas agréable. Mais pour d'autres, leurs voitures sont perdues. À Nemours, l'une des villes les plus touchées, les épaves s'alignent par dizaines sur les parkings des dépanneurs. Le plus souvent, ce sont des moteurs noyés. Rarement pour ces professionnels, l'activité n'aura été aussi intense. En moyenne, là, ça fait à peu près une trentaine par jour. Alors que d'habitude, vous en faites combien ? On en fait 2-3 par jour. Cet habitant n'a d'autre choix que de voir partir son véhicule, qui dégorge encore. Comme beaucoup, sa voiture finira à la casse. Dernier point sur ce sujet, la Seine qui rentre peu à peu dans son lit, mais c'est un nouveau paysage qui apparaît régulièrement entre Paris et Le Havre, l'embouchure. Regardez le reportage de Clément Le Goff et Valérie Lucas.
Départ de Paris, et regardez ici, les quais sont à nouveau visibles. Le niveau de l'eau baisse régulièrement, mais il reste relativement haut. La décrue se poursuit ici lentement. Nous survolons la Seine dans le sens du courant. Plus de 350 km en direction du Havre. Et rapidement, c'est complètement inondé. Les dégâts apparaissent. Ici, l'eau stagne et semble ne pas pouvoir quitter cette zone pavillonnaire ou ce jardin d'enfants. Je vole régulièrement dans la région et oui, le niveau, on voit que les arbres ont les pieds dans l'eau. D'habitude, on voit bien mieux la rive de la Seine que cela. Les experts estiment que la Seine descend 3 fois plus lentement qu'elle ne monte et on voit bien ici avant Mantes-la-Jolie qu'elle n'est pas totalement rentrée dans son lit. Il y a un certain nombre de cours de tennis inondés, des maisons également sont toujours encerclées d'eau une semaine après le début des inondations. Un peu plus loin, certains champs restent largement immergés. Et pour ce troupeau de vaches, l'eau a gagné du terrain sur les pâturages. Avec les vaches dans l'eau, là, on se rend bien compte qu'il s'est passé quelque chose quand même. Sur notre chemin, très peu de bateaux. Et pour cette péniche, le décor a changé. Et ce qui frappe quand on survole toute la vallée de la Seine, eh bien c'est d'abord cette couleur tout au long du fleuve, une couleur brunâtre, et puis ces déchets également. On vient de voir des branches d'arbres, des déchets de toutes sortes, du plastique qui forment des îlots qui se déplacent tout au long du fleuve. À l'horizon, c'est un peu brumeux aujourd'hui. Le pont de Normandie. Sous nos pieds, le fleuve est large de plus de 600 mètres. On vient de dépasser le Havre et on arrive ici dans l'estuaire de la Seine. C'est ici que le fleuve a sa largeur maximale avant de se jeter dans la mer. Et vous le voyez, c'est un torrent de boue qui s'approche de la Manche. Cette masse d'eau boueuse va continuer à se jeter dans la mer encore plusieurs jours. La Seine est loin d'avoir retrouvé son visage habituel. On en vient à la crise sociale. C'est un sujet qui nous inquiète. Voilà la petite phrase tout à l'heure du responsable de l'organisation de l'Euro, Jacques Lambert, à 2 jours de l'ouverture de la compétition. Pourquoi ? Parce qu'à la grève à la SNCF s'ajoutent les blocages dans le ramassage des ordures. Reportage dans le Val-de-Marne. Emmanuel Mesplède, Christelle Méral, Jean-Marie Lequertier. À Pamiers dans l'Ariège, en plein centre de la capitale, mais aussi en banlieue parisienne. Partout, les poubelles débordent. Comme ici à Alfortville, des dizaines de containers pleins à craquer jusqu'à se déverser sur les trottoirs, directement au pied des immeubles d'habitation. Ici, les ordures ne sont plus ramassées depuis 3 jours. Un spectacle désolant pour les riverains. Ça sent mauvais. En plus il fait chaud et c'est les odeurs qui remontent. Voilà. Et puis il y a les enfants qui s'amusent. Et puis qui regardent aussi par rapport aux poubelles, c'est pas beau, c'est sale. C'est les pigeons qui se ramènent, qui saccagent les poubelles, voilà, c'est pas propre. Nous, on vit dedans. Des pigeons attirés par les ordures, et ils ne seraient pas les seuls. J'ai vu des rats énormes passer vers la maison de retraite. Une colonie. Je crois que c'est pas possible. Si ces rats, ils rentrent dans la maison de retraite, ils ressortent pas. Dans le centre-ville, encore des poubelles qui s'amoncellent. Selon les restaurateurs installés là, cela fait fuir les clients. Là, le client il sentit à l'odeur, il ne vient pas. Imaginez qu'il boit un café, il a senti l'odeur, il s'en va. Aujourd'hui, j'ai pas de solution. On n'a pas de solution. On ne peut rien faire. C'est un peu gênant pour nous, pour le travail, pour les voisins, pour les passants, pour tout le monde. Une grève des éboueurs qui dure depuis près d'1 semaine dans certaines villes. À l'origine du mouvement, des revendications salariales et une opposition à la loi travail. Situation très tendue aussi à Saint-Étienne, qui s'apprête à accueillir des visiteurs, et également à Paris. Bonsoir Christelle Méral, vous vous trouvez dans un lieu très symbolique à Saint-Germain-des-Prés.
Effectivement, David, nous sommes devant l'une des plus célèbres brasseries parisiennes. Et pourtant, depuis 2 jours, les déchets s'amoncellent. Jugez plutôt, même situation dans la moitié des quartiers de la capitale. Et je peux vous l'assurer, cela sent parfois très mauvais. Alors, les riverains sont exaspérés. Les restaurateurs sont mécontents. Selon eux, les mauvaises odeurs éloignent la clientèle. Et puis, ils s'inquiètent pour l'image de Paris à 2 jours du lancement de l'euro. La mairie de Paris a promis d'intervenir très rapidement dans les quartiers les plus touchés. Merci Christelle. Côté SNCF maintenant, la grève a été reconduite lors des assemblées générales. Un léger mieux est prévu sur le TGV, mais le trafic est toujours perturbé pour les Transiliens, les Intercités et le RER, comme ici sur la ligne D. À cela s'ajoutent des opérations coup de poing, à l'image de la gare du Nord à Paris, envahie tout à l'heure par quelques centaines de manifestants venus accueillir, entre guillemets, le train de l'euro qui transporte la coupe. Image tournée par Mathieu Régnier et Pascal Caron. La grève entre demain dans sa 9e journée consécutive. Qu'en est-il des retenues sur les salaires pour ceux qui participent au mouvement? Anaïs Barr, Christophe Klenk. 22 jours de grève dans cette raffinerie du Havre. 8 jours de grève pour les employés de la SNCF. Des jours non payés. Alors combien cela va-t-il coûter aux grévistes? Plusieurs centaines d'euros pour les cheminots mobilisés depuis le début du mois de juin. 7 jours de grève, je sais pas, c'est à peu près, peut-être 500 euros pour le moment, hein, c'est pas fini. Certains puiseront donc dans leurs économies. On a tous mis de l'argent de côté, hein. Tous les grévistes aujourd'hui ont mis de l'argent de côté. S'il le faut, on partira peut-être pas en vacances cette année. Mais les grévistes vont-ils pouvoir négocier le paiement de ces jours de grève? En fin de conflit, les syndicats peuvent discuter avec la direction pour limiter le coût de cette grève. Par exemple, en étalant la perte de salaire sur plusieurs mois ou en remplaçant ces jours de grève par des jours de congé. À la SNCF, le sujet n'est pas encore discuté. Total, en revanche, a déjà rejeté en bloc cette option. Du coup, la CGT s'organise. La solidarité. Quête sur les piquets de grève. Oh, merci bien, et caisse de solidarité locale. La CGT a même lancé une levée de fonds nationale. 250 000 euros récoltés pour l'instant. Une cagnotte qui dédommage les salariés, mais qui les incite surtout à poursuivre la mobilisation. L'objet de la caisse, c'est d'aider en tout cas à faire tenir ces mouvements et de démontrer que aussi dans les armes qu'on peut avoir pour se battre contre la loi travail, une solidarité financière est la bienvenue. De l'argent envoyé aux raffineries, aux cheminots, aux ports pétroliers et aux déchetteries, montant estimé de 30 à 50 euros par jour de grève et par gréviste. Et notez que Manuel Valls a annoncé tout à l'heure un versement de 100 millions d'euros pour la SNCF pour compenser les concessions faites aux syndicats sur la réforme. On l'évoquait hier. Quant à la prise en charge d'une partie de la dette, elle est renvoyée à un rapport qui sera remis en août. Manuel Valls, qui participait tout à l'heure à un meeting pour défendre la loi travail, réunion que des militants de la CGT ont tenté de perturber. Vous le voyez, ils ont été tenus à distance, image tournée par Nicolas Metauer. La contestation contre cette loi qui prend des formes également plus radicales. Une manifestation devant le domicile de celle qui est chargée du texte, Myriam El Khomri, suscite l'indignation. François Hollande évoque un acte inadmissible. Maryse Burgot, Philippe Deslandes. Une vingtaine de manifestants ce matin sous les fenêtres du domicile parisien de Myriam El Khomri. Des intermittents du spectacle qui assument parfaitement de venir protester jusque chez elle puisqu'ils postent leurs photos sur Twitter. Une intrusion dans l'intimité familiale de la ministre, condamnée par le gouvernement. Ce qui s'est passé ce matin, ce qui a pu se passer dans d'autres endroits, avec ces actes de violence, est parfaitement inadmissible. Inadmissible. Même consternation à l'Assemblée nationale. Venir sous les fenêtres d'un domicile personnel, quand de surcroît à ce domicile, il y a 2 petits-enfants en bas âge. Faire un communiqué en rendant publique l'adresse personnelle, c'est purement scandaleux. Scandaleux. C'est indigne. En février, des agriculteurs manifestaient devant le domicile du porte-parole du gouvernement au Mans. Plus tard, c'est la maison de Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, qui était visée. Et puis il y a cette trentaine de permanences de députés socialistes vandalisées ces dernières semaines. Cette violence, elle est désormais de toutes les conversations entre élus.
Moi j'étais dedans, j'ai cru que la vitrine allait casser parce que en fait, c'est des bombes à peinture qui sont projetées contre la vitrine. Non, ce qu'ils ont fait sur Nuit debout à Toulouse, c'est qu'ils ont communiqué mon numéro de portable pour qu'ils puissent tous m'appeler, envoyer des SMS. Aussi, d'ailleurs, j'ai reçu des insultes. Partout en Europe notamment, il y a des accès de violence qui sont le fait de minorités souvent, parce qu'il y a peut-être une fragilisation du lien de confiance démocratique. Il y a une semaine, Pierre Gattaz, patron du MEDEF, a eu l'électricité coupée dans sa résidence secondaire. Une coupure revendiquée par la CGT, des actions symboliques qui visent de plus en plus la sphère privée. Voilà qui nous amène à la politique. Nicolas Sarkozy, qui n'est toujours pas officiellement candidat, lance pourtant de fait sa campagne avec un grand meeting ce soir près de Lille. Bonsoir Guillaume Daret. Nicolas Sarkozy qui retrouve l'un des grands thèmes de sa campagne de 2012. Oui, effectivement, s'il n'est pas officiellement candidat, ça y ressemble franchement. David, il était entouré de ses proches soutiens ici pour ce meeting, François Baroin notamment. Et effectivement, pour ce qui est du discours, c'est le discours d'un quasi-candidat avec des thèmes bien précis. Là où tous parlent d'économie, Nicolas Sarkozy n'a quasiment pas dit un mot d'économie ce soir. Lui, il est persuadé que cette campagne, elle se gagnera sur la question des valeurs. Il a parlé d'identité nationale, de nation, du peuple français. Il a à de multiples reprises dénoncé, je cite, les élites, le politiquement correct ou l'esprit de mai 68. Je vous propose de l'écouter. La maladie du renoncement, c'est quand les élites ne sentent plus le désir ni la force d'entendre l'histoire de la France, son identité culturelle, son identité morale et, j'ose le mot, son identité spirituelle, car la France, pour moi, c'est un corps. La France, c'est un esprit. La France, c'est une âme. À l'étranger, le grand jour pour Hillary Clinton aux États-Unis. À l'issue du vote en Californie, elle obtient la majorité des délégués et deviendra, sauf énorme surprise, la première femme investie pour une présidentielle. Jacques Cardoz. Elle reprend son souffle, profite de chaque seconde et qualifie cet instant de moment d'histoire dont nos petits-enfants se souviendront. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays qu'une femme est investie par l'un des grands partis pour la présidence des États-Unis. Dans ce discours qu'elle veut historique, Hillary Clinton parle d'un plafond de verre qu'enfin l'Amérique a osé briser. Un moment qu'elle partage d'abord avec Chelsea, enceinte d'un deuxième enfant, et avec son beau-fils Mark. Quelques secondes plus tard, c'est l'ancien président Bill Clinton qui la rejoint sur scène et lui glisse « I'm so proud of you », je suis si fier de toi. Et comme aujourd'hui les campagnes se jouent sur les réseaux sociaux, 3 images marquent la soirée. Nous avons fait l'histoire deviendra sa nouvelle bannière sur Twitter. Une dédicace aux petites filles qui peuvent rêver de devenir présidentes. Et puis il y a ces volontaires dont elle aura bien besoin pour engager la bataille contre Donald Trump, un duel inédit, une femme contre un monstre de la politique, cela promet de passionner les États-Unis. Et la convention officielle d'investiture aura lieu fin juillet. Dans l'actualité également, le baptême des régions suite. Après Grand Est, après Hauts-de-France, c'est le Sud-Ouest qui a choisi son nouveau nom. Eh bien, l'Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin s'appellera Nouvelle-Aquitaine. Jeff Wittenberg. Ce sera donc Nouvelle-Aquitaine, une nouvelle région avec toujours Bordeaux pour capitale, en lieu et place de 3 anciennes. L'actuelle Aquitaine, Poitou-Charentes et le Limousin. Ces 2 dernières perdent leur nom. Ce soir, dans les rues de Limoges, forcément, les avis sont partagés. J'aime pas beaucoup parce que c'est spécifique le nom à une région, la région Aquitaine, et toutes les autres semblent être oubliées. Ça englobe un petit peu toute la région quand même, et puis l'Aquitaine, ça tourne un peu vers le soleil. Le nouveau nom a été proposé par une historienne qui a sillonné la région. Il a été préféré à Aquitania, Grande Aquitaine ou encore Atlantique. La Nouvelle-Aquitaine est la 4e création de nom pour les nouvelles régions, après Normandie, Hauts-de-France et Grand Est. En attendant, un nom de baptême pour Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté garderont leurs noms actuels réunis. Derrière cette nouvelle carte, la naissance de géants, de territoires de taille inédite en France. À elle seule, la Nouvelle-Aquitaine a la superficie d'un pays comme le Portugal. Une page d'histoire maintenant. On célèbre cette semaine l'anniversaire du débarquement des Alliés en Normandie, le 6 juin 1944. Tournant de la guerre, oui. Combat dantesque, bien sûr, on l'évoque régulièrement. Mais ce qu'on oublie souvent,
C'est ce qu'ont vécu les habitants après des années d'occupation nazie. En quelques jours, en quelques heures parfois, plusieurs dizaines de milliers de soldats du Reich ont fui la région. Dans quelles conditions et comment a-t-on réagi? Voici le récit de ce jour où, les Normands ont vu partir l'occupant. Alexia Mayer, Jean-Marie Lecartier. La bataille des plages est gagnée. Les Allemands disent qu'il y a déjà 400 000 soldats alliés sur le sol de France. Pendant 4 ans, ils étaient les maîtres de la Normandie. Mais en quelques heures, 100 000 soldats du Troisième Reich, assommés par les forces alliées, reculent à toute vitesse. Chaque route, chaque village devient le lieu de combats sanglants, au milieu d'une population sidérée. Nous allons vous raconter le jour où les civils ont vu les Allemands fuir la Normandie. Depuis 1940, les soldats allemands sont partout chez eux, comme ici à Sainte-Mère-Église. Ils imposent leurs lois, les réquisitions sont nombreuses. À l'été 1944, 2 compagnies d'infanterie allemande occupent cette ville de la Manche. Mais tous ces hommes vont disparaître en une nuit. Le 6 juin, entre minuit 15 et 3 heures du matin, l'armée américaine parachute ces hommes. Les Allemands surpris battent en retraite. Au petit matin, Sainte-Mère-Église est la première commune libérée. L'armée d'occupation s'est retirée 3 km plus loin pour organiser sa riposte. À l'aube, dans les rues, seuls des soldats américains, parachutés dans la nuit. Ils récupèrent quelques vélos abandonnés par les Allemands. Les habitants de Sainte-Mère-Église découvrent une ville silencieuse. Voilà, mais je suis né dans cette maison ici. Henri-Jean Renaud avait 10 ans. Ce matin-là, il trépigne, insiste pour accompagner son père sur la place du village. Ce souvenir est gravé dans sa mémoire. À ce moment-là, on traverse la place et on arrive là où il y avait un soldat allemand. J'ai regardé cet homme au sol et vous savez, j'avais 10 ans, c'était la première fois que je voyais un mort. Et pour moi, il n'était pas mort. C'est vraiment à partir de là que la liberté est arrivée. L'armée allemande ne reprendra jamais Sainte-Mère-Église. Alors, dans la famille d'Henri-Jean Renaud, on ouvre les bouteilles de cidre pour fêter cette première victoire. Mais le jeune garçon est loin d'imaginer que des combats très violents continuent dans les villages alentours. Les soldats du Troisième Reich résistent. Colette Marin-Catherine avait 16 ans. Dans les premières heures de la libération, elle se trouve sur ce trottoir, devant le garage qui appartient à sa famille. Elle voit arriver au loin un sidecar allemand. Derrière le guidon, un pilote, sans casque, à ses côtés un soldat blessé. Ils s'arrêtent pour demander leur chemin. En un français approximatif, mais avec beaucoup de manières, s'il vous plaît, madame, est-ce que vous pouvez me dire où est la route de Caen? 8 jours auparavant, il aurait dit, s'il vous plaît, route de Caen, et c'est tout. Et là, je les ai regardés, et je me suis dit, ça, c'est la débâcle pour eux. Ils sont vraiment, c'est fini. Dans les jours qui suivent, la bataille est sanglante. 20 000 civils trouvent la mort. Les villes sont libérées les unes après les autres. Bayeux, le 7 juin. Cherbourg, le 26 juin. Saint-Lambert-sur-Dive, le 19 août. Durant la bataille de Normandie, des milliers de villes et de maisons sont détruites par les combats. Car parfois, ces habitations se situent à des carrefours stratégiques comme ici à Saint-Lambert-sur-Dive. À l'été 1944, cette route est la dernière que peuvent emprunter les Allemands pour fuir. Après 3 jours de combat, les Allemands finissent par se rendre en masse. Cet officier qui lève les bras sera pourtant exécuté quelques minutes après la prise de cette photo. Après la bataille, 200 000 Allemands seront regroupés dans des camps de prisonniers, construits à la hâte. Comme ici, à Foucarville. Dans ce champ, 60 000 hommes ont été détenus. La Normandie a compté jusqu'à 10 camps de prisonniers. Le dernier a fermé en 1949.
Le dossier de cette édition sur la face cachée de la décoration tendance. Quelle tendance? Eh bien notamment les objets durables, ces plateaux laqués, ces bols en céramique ou ces paniers qui colorent nos salons ou nos cuisines. D'où viennent-ils? Comment sont-ils fabriqués? Un pays est en plein décollage, il devrait même doubler le géant chinois. Il s'agit du Vietnam, dossier réalisé par Anthony Joly et Tatiana Daligo. Sur nos tables et dans nos maisons, ils sont devenus incontournables. Un plateau en laque, un panier en bambou ou un bol en céramique. Chaque Français consomme près de 400 € chaque année pour les objets de décoration. Où et comment ces produits sont-ils fabriqués? Quels sont les secrets de la décoration d'intérieur? Pour le comprendre, nous nous rendons au Vietnam, à Hanoï, la capitale du pays. Ici, le marché de la décoration est en plein essor. 500 millions d'objets exportés par an, une croissance de 20%. Contrairement à la Chine, ici, pas d'usine gigantesque. À la place, des petits ateliers comme celui-ci, pas plus grand qu'un salon, où chaque objet est fait à la main. Cette femme, par exemple, tresse des objets en bambou depuis 40 ans. Là, c'est une des premières étapes. Je tresse le contour du dessous de plat. Il faut transpercer chaque nœud. Le rotin doit traverser le bambou. Elle va mettre plus de 3 heures à confectionner ce produit. Il sera vendu 12 € en France. Ici, il ne coûte que 80 centimes, car les salaires sont peu élevés. 50 € par mois. Des produits artisanaux, c'est ce que recherche cet homme. À 52 ans, Franck Singler travaille pour un magasin de décoration à Paris. Il parcourt l'Asie 300 jours par an pour trouver les meilleurs produits. S'il vient dans cet atelier de céramique, c'est pour une raison bien particulière. Un geste rare, un mouvement de la main. On appelle cela le glaçage. Il faut tremper comme ça, et pas autrement, pour que toute la peinture recouvre le bol. L'autre doigt tient le bol sans trop toucher les bords, sinon ça fait des traces. Grâce à ce geste, au moment de la cuisson, la peinture bordeaux va couler peu à peu et un dégradé de bleu va se former de manière aléatoire. C'est ce qui rend chaque pièce unique et attirante pour les clients. Ils veulent avoir l'impression d'avoir un produit unique et pas comme tout le monde, c'est ça? Un produit fait main pour eux. Voilà, on a tous envie d'avoir quelque chose qui a été fait pour soi. Franck Singler commande chaque année 4000 pièces à cet atelier. Un bol, par exemple, il l'achète 4,40 € l'unité, puis le revend 19 € en France. Le lendemain, nous retrouvons le Français. Il a rendez-vous avec Wong Tan. Elle gère un atelier de laqueur. Hello, 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 hello. Pour s'assurer de la qualité des produits, l'acheteur va vérifier quelques objets au hasard dans les cartons. L'inspection est minutieuse, car il va vendre chacun de ces objets à plus de 100 € en France. Pas question qu'il y ait le moindre défaut. Il est parfaitement brillant, les deux couleurs sont parfaitement brillantes. Il n'y a pas de trace d'aucune irrégularité sur le plateau. Donc oui, je suis très content quand c'est fabriqué. Je suis en même temps très content pour moi, je suis content pour la société, puis je suis content aussi pour le fabricant, parce que je les aime vraiment bien. Mais parfois, la commande n'est pas conforme aux attentes du Français. Okay. Is it ready? Painting, la peinture, c'est très bien. Le poids et la forme aussi. Mais regardez, ça bouge. Je veux que vous le fassiez plat. Vous comprenez? Complètement plat. Mais en fait, c'est une noix de coco naturelle. Ah, mais je vois bien que c'est une noix de coco naturelle. C'est très bien, mais regardez. Si on met du thé, eh bien, ça déborde. Wong Tan acquiesce. Elle n'a pas vraiment le choix. Car les commandes de la société du Français, c'est 90% de son chiffre d'affaires. Il y a 2 ans, les produits du Vietnam ne représentaient que 10% du magasin de Franck Singler. C'est le double aujourd'hui. Car en plus du savoir-faire artisanal, les ateliers vietnamiens ont un autre avantage. Ils acceptent les petites commandes, contrairement aux grandes usines de la Chine.
Je peux faire des échantillons et tester des produits par 50 pièces, alors que si je veux les tester en Chine, je vais être obligé de les tester par 1000. À 1000, ça me coûte beaucoup d'argent. Si c'est un test, si je fais 10 tests et que je perds 10 fois dans l'année, j'ai perdu beaucoup d'argent. Et depuis un an, le pays s'ouvre encore davantage aux investisseurs français. Le visa n'est désormais plus nécessaire pour les voyages inférieurs à 15 jours. Moins de formalités administratives, de quoi attirer de nouveaux décorateurs. Avec près de 500 millions d'objets de décoration vendus dans le monde chaque année, le Vietnam s'impose comme l'un des poids lourds du secteur. Mais le pays a une autre ambition, un rêve diront certains, passer devant la Chine et devenir peut-être un jour le numéro 1. Un mot de sport avec la chute d'une reine, Maria Sharapova, ex-numéro 1 mondial de tennis, est suspendue 2 ans pour dopage. Elle avait indiqué il y a quelques semaines qu'il s'agissait d'une méprise. Ce soir, elle parle d'une sanction injuste et annonce qu'elle fait appel. Et puis un mot de bienvenue à 3 jeunes journalistes qui nous rejoignent. Ils ont gagné le prix Jean d'Arcy, décerné chaque année en mémoire d'un des grands pionniers de la télévision en France. Michael Guilleux, vous l'avez aperçu, diplômé de l'ESJ de Lille. Dorothée Lachaud et Ariane Morisson de l'IPJ de Paris sont les lauréats. La relève est assurée, vous découvrirez leur travail dans les prochains mois. Bravo à eux. Merci de nous avoir suivis. Vos rendez-vous par en mode d'emploi. Grand Soleil avec Tania Young, 20h55. Marjorie avec Anne Charrier. Et on se quitte avec la joie de Jérémy Bayou. Le Breton s'impose dans la Transat New York-Vendée. Après 9 jours et demi en mer, il franchit la ligne au Sable d'Olonne. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain. Something about your acting, I sure do like that style.